Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue tous. sur notre webinaire consacré aujourd'hui à la donnée Altares au service de la résilience des entreprises. Je suis Caroline Chauchois, responsable marketing produit risque chez Altares et je serai aux côtés de Mathieu Finas, data scientist avant-vente chez Altares également pour ce webinaire d'environ 45 minutes. Nous allons dans un premier temps commencer par faire un point sur la situation des entreprises après 7 mois de Covid, l'impact sur le credit management dans un contexte de crise sanitaire qui s'installe. Ensuite, Mathieu vous parlera de la pertinence de la donnée risque Altares et aussi comment bien l'utiliser pour accélérer vos prises de décision. Et enfin, je terminerai par les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour optimiser vos processus métiers avec un focus sur l'octroi et sur la priorisation des actions de recouvrement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, directement dans l'interface de votre webinaire. Et ce webinaire-là est enregistré. Vous recevrez le lien juste après la session vers un replay. Donc, commençons tout d'abord par la situation des entreprises après 7 mois de Covid. Je coupe ma caméra pour pouvoir se concentrer sur les slides. Donc, ce qu'on a constaté globalement, c'est chez nos clients, c'est que cette crise du Covid a été facteur de changement. Un facteur de changement, d'adaptation, d'amélioration dans leur processus pour maintenir le cap, maintenir leur chiffre d'affaires et sauvegarder leur trésorerie. Donc, c'était vraiment les deux enjeux majeurs de toute entreprise pendant cette période de Covid-19. Opérationnellement, les entreprises ont dû clairement s'adapter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a vu des entreprises, par exemple, accélérer la digitalisation de leur processus. On en entend parler beaucoup aujourd'hui. Donc, avec, par exemple, la mise en place des moyens de paiement à distance, la digitalisation de la facturation et la digitalisation aussi de moyens de communication, accélérer tout ça aussi en interne dans les entreprises, accélérer des projets qui étaient initiés avant le confinement, par exemple, avant cette crise, pour optimiser le pilotage du BFR dans le contexte d'allongement des délais de paiement qu'on connaît aujourd'hui et donc de tension sur les encaissements. On a vu également la mise en place de systèmes internes performants qui permettent de standardiser, automatiser des tâches pour gagner en efficacité et réduire aussi le temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc tout ça dans l'optique aussi de réduire les coûts. On a vu des entreprises mettre en place des solutions pour se prémunir du risque d'impayé, de défaillance sur ces tiers, avec la mise en place d'une veille active sur leur écosystème. Donc, ça concerne leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires d'affaires, et aussi avoir une écoute attentive de tous les signaux sur le marché. Enfin, d'autres ont misé sur l'optimisation et l'automatisation de la priorisation des actions de recouvrement pour gagner en efficacité, toujours, avec notamment le pilotage de sa balance AG. Donc ça, c'est un point très important qu'on abordera par la suite avec des démonstrations d'outils. Mais tout d'abord, je passe maintenant la parole à Mathieu pour un focus sur les défaillances et sur les retards de paiement pendant cette période de Covid et les constats que nous avons faits pendant cette période. Mathieu, je te laisse continuer. Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, posons le décor. Vous le savez tous, Altares a de nombreuses fois communiqué là-dessus. Le nombre de faillites au cours de ces 6 derniers mois est en chute assez drastique, puisque nous sommes à peu près à moins 30% par rapport à la même époque l'année dernière. Alors, est-ce que ça veut dire que malgré cela, malgré les 10% de récession annoncés par l'INSEE, les entreprises se portent bien, elles arrivent à avancer dans la crise sans encombre? Bien, la réalité est bien plus complexe. Comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, on voit l'évolution des délais de paiement moyens des entreprises en France depuis janvier 2019 jusqu'à octobre 2020. Ce que vous voyez, c'est que dès le début de la crise, vous avez une dégradation très nette des délais de paiement qui se dégrade continuellement pour afficher à date d'octobre 2020 un retard de plus de 5 jours par rapport à la période d'avant-crise.
Donc, c'est des dégradations très fortes que l'on ne constate qu'en période de crise. Ça montre quoi également? Ça montre que vous avez des tensions interentreprises au niveau des trésoreries des entreprises également, qui sont très fortes et qui sont source donc potentiellement de danger. Alors, beaucoup de nos clients, beaucoup de credit managers sont venus nous voir pour nous dire, mais dans ces conditions-là, effectivement, où les prévisions moyen et long terme ne sont plus de mise, d'actualité, où on voit qu'il y a moins de défaillances, mais pourtant autant de tensions, voire beaucoup plus de tensions, comment pouvons-nous prendre des décisions risques? Est-ce qu'on peut encore faire confiance à votre score de défaillance? Eh bien, la réponse est oui. Notre score est encore capable de classer des plus risqués aux moins risqués. Alors, avant de vous montrer pourquoi, je vais d'abord vous présenter, vous rappeler dans les grandes lignes ce qu'est le score Altares de prédiction des défaillances. Alors, c'est un score statistique sur les 10 millions de sirènes France qui donne la probabilité d'entrée en procédure collective à un horizon de 12 mois. Alors, vous avez 3 niveaux de lecture possibles. Vous avez un niveau sur 100, un score sur 100, un score sur 20 et une classe de risque. Les 3, bien sûr, sont issus du même score statistique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre score est bas, plus votre risque d'entrée en procédure collective est élevé. Inversement, plus votre note est haute, plus votre risque d'entrée en procédure collective est faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous étiez en 2019 une société qui était à risque élevé, c'est-à-dire dont la note sur 20 était entre 2 et 8, vous aviez à peu près 4% de chances d'entrer en défaillance. A contrario, si vous étiez en 2019 une société à risque très faible, c'est-à-dire avec une note de score sur 20 entre 15 et 20, alors vous aviez moins de une chance pour 1000 d'entrer en procédure collective. Donc vous voyez le pouvoir de classification et de discrimination entre les plus risqués et les moins risqués, puisque là, on a un rapport de 40. Alors, pour finir, juste pour rappeler, ce qu'on appelle procédure collective, c'est liquidation judiciaire, redressement judiciaire et plan de sauvegarde. Donc, maintenant, vous voyez donc ces performances en 2019 en temps de non-crise. La question, c'est est-ce que les performances de notre score restent valables en temps de crise? Eh bien, la réponse est oui. Tout d'abord, la première action d'Altares au cours du premier confinement qui a frappé tout le monde de plein fouet, toutes les entreprises de plein fouet, nous avons tout d'abord montré que lors de la dernière grande crise des subprimes de 2008, les entreprises qui étaient tombées en défaillance en masse étaient les entreprises qui étaient déjà les plus mal scorées par notre score en 2007, soit un an avant la crise. Alors, pour traquer les performances de notre score, nous avons un indicateur, ce qu'on appelle l'indicateur des 20%, où l'on regarde parmi les 20% les entreprises les plus mal notées, combien arrivons-nous à capter de défaillances? Eh bien, que ce soit en période de crise ou de non-crise, quand vous regardez les 20% des entreprises les plus mal classées, eh bien, vous voyez que vous allez réussir à capter 80% des défaillances dans les 12 prochains mois. Donc là, sur les deux diagrammes, vous voyez à gauche les performances en 2019 par rapport au score 2018, et là, les performances lors de la dernière grande crise. Et donc, inversement, lorsqu'on regarde les entreprises à risque très faible, donc les 80% des entreprises avec le moins de risque d'entrer en défaillance, elles ne consentent qu'à peine 20% des défaillances. Donc il y a, que ce soit en temps de crise ou en temps de non-crise, un réel pouvoir de classification entre les plus risqués et les moins risqués. Alors, est-ce que nos performances sont restées bonnes durant cette crise exceptionnelle que nous avons traversée, malgré la baisse des défaillances? Eh bien, la réponse est oui. Tous les trimestres, Altares communique sur les performances du score et lors de sa dernière communication d'octobre 2020, Altares a montré que les performances du score d'octobre 2019 avaient permis de prédire avec le même niveau de précision les entreprises qui allaient tomber en défaillance. C'est-à-dire que les 20% des entreprises les plus mal notées, c'est-à-dire à risque élevé et une partie du risque modéré, concentraient encore quasiment 80% des défaillances.
Alors, pourquoi malgré cette crise dans la crise, où on a moins d'entrées en procédure collective dû à cet afflux de liquidités, les plans garantie État, le chômage partiel, etc., qui a permis de maintenir à flot un certain nombre d'entreprises, même des plus fragiles? Eh bien, tout simplement parce que, quelle que soit la situation, que nous sommes soit en temps de crise ou en temps de non-crise, vous avez une vérité qui s'applique toujours, c'est que les entreprises qui tombent en défaillance sont souvent, et en grande majorité, les entreprises les plus fragiles par le passé. Alors, on vient de voir que le score Altares était toujours capable de classifier des plus risqués aux moins risqués. Mais vous pouvez toujours faire l'objection que, effectivement, il y a eu une baisse imprévue des entrées en procédure collective. Et donc, la question qui va arriver, c'est qu'en 2021, qu'est-ce qui va arriver? Et on risque d'avoir un effet de rattrapage. On sait très bien que ces tensions dans les entreprises, la fin des aides de l'État risque d'amener un flot de nouvelles entrées en procédure collective et surtout un flot d'impayés et de contentieux qui risque d'impacter de nombreux credit managers, de nombreuses entreprises. Donc alors, comment pouvons-nous poser les seuils? Eh bien, en allant chercher de la donnée complémentaire. Donc, vous avez raison, il faut faire attention à l'effet boomerang. Et je pense que c'est pour cela que de nombreux credit managers nous écoutent aujourd'hui. On cherche à trouver de la donnée pour aller anticiper le risque futur. Notre score aide, mais nous avons aussi, comme je vous l'ai dit à la première slide, la notion de délai de paiement, qui est en fait directement issue de notre donnée PEDEX, qui est le retard moyen de paiement par une entreprise de ses fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on le voit sur le graphique que je vous présente? On voit que par classe de risque, la dégradation des délais de paiement n'est pas du tout homogène. Ainsi, les entreprises qui sont classées en risque élevé ont pris depuis le début de la crise 10 jours de retard, alors que, à contrario, les sociétés à risque très faible n'ont pris qu'à peine un jour. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit des choses. Déjà, ça nous rassure sur le fait que notre score Altares est bien dans la capacité de classifier des entreprises les plus fragiles ou moins fragiles, puisqu'on voit très bien que c'est les entreprises à risque élevé qui ont en moyenne dégradé le plus rapidement et le plus fortement leur délai de paiement. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut aussi être conscient, c'est que les délais de paiement, quand ils se dégradent de 5 jours sur la moyenne des entreprises en France, ce n'est pas de manière homogène. Vous le voyez avec l'hétérogénéité interclasse, mais au sein d'une même note, d'une même classe de risque, vous avez de très grandes différences. Vous avez par exemple avoir deux entreprises qui vont être notées 5, 7 sur 20 et qui vont avoir des comportements de paiement complètement différents. Il est donc important d'utiliser l'ensemble des données risques fournies par Altares pour pouvoir prendre les meilleures décisions de suivi pour le suivi de son portefeuille client. Et donc, j'en viens naturellement à ma transition. Comment utiliser donc cette donnée pour surveiller et monitorer notre risque client? Alors, tout d'abord, revenons un petit peu plus en détail sur la donnée expérience de paiement, la donnée retard de paiement. J'ai parlé du PEDEX, qui est le Payment Index, qui est le retard moyen sur les encours des paiements par une société de ses fournisseurs. Comment est-il calculé? Il est calculé grâce à la donnée expérience de paiement que nous collectons tous les mois auprès de milliers et milliers de partenaires d'Untrade à travers le monde, qui nous envoient tous les mois des centaines de millions d'éléments de facturation qui sont processés chaque mois et qui nous permettent d'estimer comment une entreprise se comporte avec un certain nombre de fournisseurs. Là, par exemple, sur le tableau qui vous est présenté, vous voyez la répartition des expériences de paiement entre une société A et ses fournisseurs partenaires d'Untrade. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait, quand vous prenez par exemple la deuxième colonne, dernière ligne, que vous avez 37 fournisseurs qui sont payés à temps par cette entreprise, mais cette entreprise n'hésite pas non plus à payer, par exemple, 14 de ses fournisseurs à plus de 90 jours.
Où le voit-on? Dernière ligne, dernière colonne. Vous voyez, tout en bas à droite du tableau, vous avez 14 fournisseurs qui sont payés à plus de 90 jours de retard par ces entreprises. Et malgré tout, donc quand on fait le retard moyen de paiement, comme c'est pondéré par l'encours, vous avez un retard moyen qui tourne autour de 20 jours pour cette société-là. Alors, c'est important de comprendre d'où vient la donnée retard de paiement, et c'est d'autant plus important que si par exemple vous êtes en charge du suivi ou du recouvrement du client, si par exemple vous nous fournissez votre balance âgée ou vous êtes partenaire d'Untrade, auquel cas vous allez avoir droit à la donnée comportement de paiement gratuit pour vos clients en échange de la fourniture de la balance âgée de vos clients. Vous allez pouvoir comparer le retard moyen de paiement de cette société par rapport aux autres fournisseurs, par rapport au retard moyen de paiement de cette entreprise par rapport à vous. Et l'intérêt, ça va être d'utiliser cette donnée comportement de paiement pour cartographier votre risque d'irrecouvrabilité, votre risque de cash sur votre portefeuille client. Alors, on va voir comment ça peut se faire. Donc, vous voyez, vous avez une matrice qui, par ligne, vous représente la répartition de vos clients par comportement de paiement et par colonne, la répartition de vos clients par score de défaillance. Pourquoi utiliser à la fois le comportement de paiement et la défaillance? Tout simplement parce que la défaillance, vous pouvez voir comme le risque moyen-long terme. C'est basé sur les ratios financiers, sur la solidité long terme de l'entreprise, alors qu'inversement, le paiement, ça va être le comportement court terme de l'entreprise, c'est son état, c'est l'état de sa trésorerie à l'instant T. Et c'est ça qui rend la donnée Altares si puissante. Vous allez pouvoir à la fois avoir de la donnée long terme, moyen terme et de la donnée court terme. Donc allons dans les détails. Si on regarde première ligne, première colonne, vous allez avoir des clients qui vont très mal vous payer et qui vont aussi très mal payer les autres, ce qu'on appelait rouge client, rouge pour les autres, et qui sont aussi dans le dur d'un point de vue risque de solvabilité, qui ont des ratios financiers, des indicateurs financiers dans le dur. Donc alors, avec ces clients-là, soit c'est des clients stratégiques, dans ce cas-là, il faut les accompagner pour les aider, soit il faut tout de suite avoir des actions très fortes de recouvrement si vous voulez pas éviter, si vous voulez espérer retrouver vos petits. Alors, à contrario, vous pouvez avoir des clients qui vous payent très mal, mais qui par contre payent très bien les autres et qui en plus n'ont aucun risque de défaillir à court et moyen terme. Alors, cela, vous savez que vous allez être payé, mais peut-être faut-il être plus ferme dans la méthode de facturation, dans la méthode de recouvrement, pour éviter qu'elle fasse de la trésorerie sur vos dos. Second point, ou plutôt dernier point, cette matrice peut aussi vous aider à anticiper vos risques futurs. Pourquoi? Parce que si par exemple, vous êtes un client, vous êtes bien payé, mais que vous constatez, grâce à la donnée PEDEX Altares, qu'elle paye très mal ses autres fournisseurs, et qu'en plus, ce PEDEX se dégrade, et que cette société a des indicateurs comme le score risque de défaillance qui est bas, c'est-à-dire un risque élevé, mais vous pouvez dire que ça risque de vous tomber dessus aussi. Et donc là, vous arrivez grâce à cette cartographie à en plus anticiper le risque futur d'impayé. Donc, maintenant que nous avons réussi à cartographier notre risque de notre portefeuille client en vue d'un suivi et potentiellement d'améliorer le recouvrement, voyons voir la dernière brique qui nous manque. C'est à la phase d'octroi. C'est comment peut-on utiliser la donnée Altares, et notamment aussi la donnée risque comportement de paiement, pour accélérer et améliorer les prises de décision au niveau de l'octroi. Car, il ne faut pas l'oublier, 2021 sera une année de reprise, mais ça sera aussi une année de risque. Donc il faudra aller chercher du business, ou en tout cas maintenir le business, tout en contenant le risque. Alors, tout d'abord, comme n'importe quel credit manager, vous allez, si vous avez un prospect qui arrive, vous allez le faire passer à la money date de vos filtres habituels. Donc, typiquement, vous prenez la donnée Altares, vous regardez si c'est le NAF qui correspond à vos demandes, si elle n'est pas en procédure collective, si elle n'est pas fermée, etc. Puis ensuite, vient l'étape classique que tout le monde plus ou moins applique, de rajouter une couche
d'analyse financière où vous regardez la capacité du tiers à vous payer dans le futur. Donc, vous prenez le score de défaillance. Ensuite, chose qui n'est pas toujours appliquée et sur laquelle je vous recommande d'étudier la question, c'est de rajouter une surcouche dans cette période de crise où justement le court et moyen terme est un peu plus compliqué à estimer, c'est d'utiliser justement cette donnée comportement de paiement, cette donnée retard moyen de paiement par une entreprise de ses fournisseurs pour prendre la décision finale. Si par exemple, vous avez une entreprise qui est avec un score moyen de par exemple 9, 10 sur 20, mais que vous voyez que cette société en fait paye très bien tous ses fournisseurs et ce depuis 2 ans et que la crise ne l'a pas du tout impacté, que son PDEX reste très faible, etc., bien vous pouvez dire qu'on peut lui faire confiance et ne pas demander de documentation supplémentaire et d'éviter de perdre du temps avec un prospect que vous savez sain. Mais inversement, si cette société a un risque de défaillance relativement bon à 12 sur 20, mais que vous voyez que son PDEX avec les autres fournisseurs se dégrade nettement depuis le début de la crise, qu'il est en plus déjà très élevé, qu'il fait déjà plus de 30, 60 jours de retard, alors peut-être pas perdre de temps et se dire que celle-là, on ne va pas lui accorder le crédit et il faudra qu'elle paye comptant. Donc, vous voyez, en rajoutant une surcouche, en utilisant le comportement de paiement, vous allez assurer vos prises de décision aussi au niveau de l'octroi. Alors, pour conclure, parce qu'il fallait faire vite pour un webinaire de 45 minutes, si avant le rôle du credit manager, c'était d'être à l'équilibre sur une planche en bois pour maintenir le business tout en comptant le risque, maintenant, avec la crise, c'est un vrai travail de funambule. Et comme je vous l'ai montré, il est important du coup d'avoir la meilleure donnée exhaustive de qualité sur les entreprises et surtout la donnée risque et comportement de paiement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et dans un second temps, si vous considérez que vos arbres experts sont suffisamment poussés, la donnée est déjà là, mais ce qui vous manque, c'est une optimisation des seuils, c'est une optimisation des paramétrages, parce qu'il y a trop de paramètres, ça devient trop complexe. Il faut savoir qu'Altares offre des solutions data science qui vont vous permettre d'optimiser ces paramétrages. Donc maintenant, je vais laisser la main à Caroline, qui va vous montrer les process qui permettent de mettre en musique tout ce que je viens de vous montrer. Merci Mathieu. Alors, excusez-moi, je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran, excuse-moi. Oui. C'est bon, ok, parfait. Donc maintenant, des conseils et réponses pour une optimisation et une automatisation des processus métiers du credit manager. Les processus métiers du credit manager contribuent à développer le chiffre d'affaires, on en a parlé, tout en optimisant, accélérant les encaissements clients afin de garantir une bonne santé financière de son entreprise. Donc pour faire cela, on peut jouer sur différents aspects. En amont de la relation d'affaires, donc au moment de l'entrée en relation et même en amont de ça, il faut d'abord commencer par rassembler et analyser un maximum d'informations sur son prospect. Donc, forcément, vérifier son existence légale, ses données financières, ses dirigeants, se renseigner sur ses liens capitalistiques, vérifier aussi l'aspect procédure collective ou non en cours, vérifier l'existence ou pas de privilèges, par exemple, sur cette société-là. On peut se fier aussi, comme Mathieu l'a dit, encore aujourd'hui par période de Covid, bien sûr, au score de défaillance et en analysant son comportement de paiement. Est-ce qu'il paye régulièrement ses fournisseurs ou non? On peut définir une limite d'encours maximum, définir des conditions de paiement claires pour ensuite éviter, bien sûr, des problèmes dans le recouvrement des factures. Mais aussi, on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui essayer d'automatiser leurs décisions de type go-no-go
ou l'octroi de conditions de paiement ou de limites d'encours, limites de crédit, grâce en fait à des technologies. Donc avec cette automatisation de décision sur de l'octroi, par exemple, sur les petits encours, on permet à nos clients de se concentrer sur leurs dossiers les plus complexes et qui requièrent donc plus de temps de réflexion, plus d'analyse. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur un module de décision de la solution qui s'appelle Intwist Plus. Donc, comment ça fonctionne, ce module décision? On commence par paramétrer des formulaires de décision à points qui sont personnalisables. Donc, ces formulaires à points sont paramétrés en fonction de l'appétence pour le risque de votre entreprise, mais aussi en fonction de la politique de crédit qui est en place aussi au sein de votre entreprise ou même du groupe auquel vous pouvez appartenir. Ça sert à deux choses, ces formulaires de décision. On a dans un premier temps la qualification de la relation, donc faire du go-no-go, par exemple, sur des prospects, des fournisseurs. Donc, on va prendre une décision unitaire sur un sirène à la fois. Je vais vous le montrer juste après. C'est très simple à utiliser directement dans l'interface. Et vous avez également donc, une deuxième application ici pour la gestion personnalisée et globale de son portefeuille de tiers avec un recalcul automatique de la décision à chaque mise à jour des données. Donc tout ça contribue fortement à l'optimisation du temps passé sur l'approbation des dossiers clients. Ça permet aussi, en ce qui concerne le go-no-go, une évaluation immédiate de toutes les opportunités de business qui s'offrent à vous et dans le temps, une grande maîtrise des risques, puisqu'on a aussi cet aspect généralisé sur le portefeuille de tiers. Donc dans le temps, on a cette vue-là. Je vais vous montrer maintenant directement à quoi ça ressemble dans l'interface. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Excusez-moi. Alors. C'est un petit peu long, je suis désolée. Ah, c'est bon. C'est bon, parfait, merci beaucoup. On est donc dans l'application Intwiz. Comment se sert-on donc de ce module décision qui se trouve ici en haut? On commence tout d'abord par configurer des formulaires de décision dans un environnement en fait dédié de paramétrage des formulaires. Je vais vous montrer ici par exemple le formulaire go-no-go dont j'ai parlé juste avant. C'est un formulaire en fait qui est basé simplement sur des questions, des variables, et ensuite on attribue un nombre de points à chaque variable, à chaque réponse en fait qu'on va donner. Les questions ici sur du go-no-go, donc on a pris l'exemple de ce go-no-go avec bien sûr les éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans la décision finale. Et c'est ici en fait que vous allez choisir les questions à poser, donc les éléments qui vont peser plus ou moins un grand poids dans le calcul de la décision finale, donc dans le calcul du résultat de ce formulaire de décision. Ici, on a des éléments comme le score sur 20, par exemple. Est-ce qu'il y a une procédure collective en cours? Est-ce que l'entreprise est active ou pas? La forme juridique, l'état non diffusible ou pas de la société, le nombre d'établissements, l'ancienneté, ou vous pouvez également exclure un code NAF en particulier, ou alors bonifier certains codes NAF aussi dans votre calcul de décision. Enfin, une fois que vous avez fait ça, vous travaillez sur votre grille de résultats. Donc aujourd'hui, sur ce formulaire go-no-go, pour exemple, on a 3 types de résultats,
un no-go pour un nombre de points compris entre moins l'infini et 0, une décision en attente de validation et ensuite un go. Les couleurs ici et les validations sont entièrement paramétrables. Donc, comment ça prend forme directement en fait dans l'interface IntWiz+? Il faut d'abord déjà rechercher une entreprise dans l'interface. Ici, vous avez l'ensemble des informations. Vous allez directement dans votre formulaire de décision. Vous sélectionnez le formulaire Go-No-Go, puisque c'est celui que je prends pour l'exemple aujourd'hui, et je vais calculer la décision ici. La décision est rendue en un clic. Ici, c'est une décision donc en attente de décision, en attente de validation finale. Donc, vous avez un système aussi de notification qui vous permet en fait, pour un niveau supérieur, hiérarchique par exemple, de venir valider la décision prise par le module décision. Donc, je suis valideur, je viens ici sur Conforama France et je vois le résultat temporaire que mon utilisateur a obtenu. Je peux décider de le recalculer si ça intervient un petit peu a posteriori, en fait, si c'est quelques jours après ou quelques heures après, si des mises à jour ont été faites, je peux recalculer. Et sinon, je peux ici sélectionner la décision finale que je souhaite apporter à ce sirène avec un commentaire ici que vous pouvez ajouter. Voilà comment ça fonctionne sur un formulaire Go-No-Go. Vous avez la possibilité de créer des formulaires pour toutes sortes de décisions que vous souhaitez prendre sur de l'octroi, sur tout type de décision. On a un autre formulaire conditions de paiement aussi qui est disponible directement dans l'interface. Je switch maintenant sur la partie optimisation et automatisation pour gagner en efficacité, donc toujours dans l'optique d'améliorer et d'automatiser pas mal de choses, en fait, des processus métiers. Donc là, on a vu ce qui était en amont de la relation d'affaires. Et il y a tout ce qui, ensuite, une fois la relation d'affaires installée, va venir rentrer en ligne de compte. Donc, bien sûr, une fois qu'on a une base de clients, une base de fournisseurs installée, il faut surveiller et être alerté sur les événements clés de la vie de ses clients et de ses fournisseurs. Donc, clairement, ici, on a des systèmes de monitoring qui permettent justement d'alerter à chaque événement légal de la vie de l'entreprise. Il faut également anticiper. Donc, anticiper, mettre en place des communications vers vos clients qui rappellent la date d'échéance d'une facture qui approche, par exemple, mais de manière proactive. Donc, vraiment avant l'échéance. Donc, ça, c'est une manière aussi de se prémunir du risque d'impayé. Vous le faites tous très bien, à mon avis, en ce moment. Piloter sa balance AG, donc ça, c'est un élément essentiel. On a beaucoup de questions de nos clients là-dessus en ce moment. Comment je peux un petit peu avoir des outils qui vont m'aider à identifier le niveau de risque de mes clients, en fait, qui me payent mal aujourd'hui. Donc là, c'est le pilotage de sa balance AG et c'est ce que je veux vous montrer également à travers l'interface IntWiz+, dans le module pilotage. Donc, le module pilotage, si je reviens sur mon écran IntWiz, Mathieu, tu confirmes qu'on voit toujours bien à l'écran, s'il te plaît? C'est bon. Ouais. Donc, le module pilotage, on a ce module ici dans IntWiz+, qui vous permet d'importer votre balance AG directement ici en un clic. Vous apportez votre balance AG, oui. Peux-tu augmenter la taille de la police? Oui, tout à fait. Voilà. Ici? Parfait. Ouais, parfait. Merci. Donc, ce module pilotage vous permet de croiser votre balance AG avec nos indicateurs clés. Donc, comme l'a dit Mathieu avant, donc le niveau de risque, le score de défaillance.
et également le comportement de paiement et de mettre en relief vraiment les clients qui font peser le plus de risques sur votre activité. Donc, c'est une vue personnalisée du risque sur votre portefeuille client et notamment sur les clients qui vous payent mal aujourd'hui ou en retard. On a une première répartition par niveau de risque. Donc, c'est une répartition de vos encours et de vos échus. Où on a les différentes classes de risque ici. Donc, on parle bien du risque de défaillance. Vous pouvez voir le détail des informations en fait sous forme de tableau que vous pouvez ensuite exporter. Donc, à chaque fois, vous avez ces tableaux où vous avez la répartition par balance AG ici. Et vous pouvez, sur ces différents graphiques ici, choisir de filtrer sur un ou plusieurs axes d'analyse ici à votre disposition que vous paramétrez également pour avoir encore une vue encore plus affinée. Vous avez également le top 10. Donc, le top 10 ici, c'est une vue sur les encours, sur les échus. Les échus à plus de 90 jours est classé en risque élevé ou alors en retard élevé. Cette vue-là, clairement, vous permet de prendre des décisions rapides sur les actions de recouvrement et de prioriser en fait vos actions de recouvrement en fonction de l'état des échus et du niveau de risque aussi des entreprises et également de leur comportement de paiement. Ensuite, l'onglet analyse des retards est très intéressant ici, puisque ça revient un petit peu à ce que Mathieu nous a présenté juste avant. C'est la répartition donc, des échus par niveau de risque, donc où on croise le score de défaillance, mais également cette vue sur la répartition des échus par niveau de retard. Donc ici, pareil, vous avez des graphiques avec la possibilité de cliquer sur une tranche du graphique pour identifier tout de suite les entreprises concernées. Donc ici, sur ce graphique, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'approche que vous allez avoir pour recouvrer vos créances, suivant la catégorie en fait de ces échus. Vous avez ici, par exemple, une catégorie de clients. Donc, c'est le vert foncé sur la légende. On voit que ce sont vos échus à plus de 90 jours. Ces clients ici vous payent à plus de 90 jours, alors que notre système Intwiz, nos données, et notamment la donnée de comportement PEDEX, nous indique que ces entreprises-là, d'habitude, en général, elles payent correctement leurs fournisseurs ou avec un retard faible. Donc ici, vous êtes à plus de 90 jours. Normalement, ces entreprises, on vous indique ici qu'elles payent avec un retard faible. Dans vos actions de recouvrement ensuite par la suite, on va avoir des approches différentes. On ne va pas aller au contentieux tout de suite. Une conciliation, un appel téléphonique, un email pour rappeler justement une facture en attente peut tout à fait être suffisant pour ces clients. Ensuite, vous avez le retard élevé, une autre catégorie ici, par exemple, à surveiller avec attention. Ce sont les entreprises qui aujourd'hui, par exemple, ici sont à moins de 30 jours de retard de paiement chez vous et qui pourtant sont classées chez nous en retard élevé. Donc ici, il va falloir être vigilant sur ces entreprises-là, les surveiller au plus près et commencer aussi un plan de relance efficace pour essayer de recouvrer et de collecter le cash très rapidement. Enfin, vous avez bien sûr cette tranche de retard élevé, donc les entreprises qui ont l'habitude, entre guillemets, de payer en retard leurs fournisseurs et qui s'avèrent être aussi déjà très en retard de paiement chez vous à plus de 90 jours. Donc, ces entreprises-là, bien sûr, vous allez prioriser le cash, prendre toutes les dispositions aussi possibles pour recouvrer vos créances le plus rapidement possible. Et enfin, vous avez une vue ici qui vous permet d'avoir tous les indicateurs de pilotage sur la même page. Voilà, donc j'en ai fini sur cette démonstration du module pilotage. Je vais arrêter le partage d'écran, ça fait des choses un petit peu bizarres.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est peut-être l'opportunité d'aller sur le chat et voir justement s'il y a des questions. Alors, comment vous allez projeter les données des entreprises? Le Covid-19 n'est pas encore terminé, si le Covid-19 n'est pas encore terminé en 2022. Oui, il y a des questions de MDM qui ne sont pas forcément dans le cadre de ce webinaire. En ce qui concerne les données risques, comme ça a déjà été évoqué, Altares offre l'information risque qui vous permet de traquer à court et moyen terme votre risque fournisseur. Il faut savoir que cette donnée, elle se met à jour régulièrement, par exemple sur la donnée comportement de paiement tous les mois. Donc si votre situation économique évolue, vos données comportement de paiement vont évoluer avec. Et donc, bien évidemment, la situation en 2022, quelle que soit la crise sanitaire à ce moment-là, sera bien sûr complètement différente. Le risque fournisseur. Alors, le risque fournisseur, c'est intéressant parce que le risque fournisseur, ce que vous allez traquer, c'est savoir si si l'entreprise, pas forcément va faire faillite, mais si l'entreprise va fermer et que ça va couper votre chaîne d'approvisionnement. Et donc, bien évidemment, Altares a des solutions sur le risque fournisseur. Nous traquons bien évidemment les entreprises qui tombent en défaillance. Nous traquons aussi les entreprises qui ferment. Et au niveau du risque fournisseur, vous avez du coup des notions. Par exemple, si vous voyez que avec la donnée comportement de paiement, si vous voyez que le nombre de fournisseurs de cette entreprise est en train de diminuer, c'est peut-être que son business est en train de s'appauvrir et qu'il y a des chances que cette entreprise arrête de fonctionner. Donc il y a beaucoup d'indicateurs faibles qui peuvent aider à traquer le risque fournisseur, qui est un risque différent finalement du risque financier classique côté client. Alors, les autres questions. La notion de compliance entre-t-elle dans le calcul du score de défaillance? Non. Bah non. Je te laisse, si tu veux mettre. Non, bien sûr. Le score de défaillance, c'est un score basé sur des informations principalement financières, mais pas que, notamment par exemple de la donnée comme le PEDEX, etc., comportement de paiement ou des données identitaires. Mais par contre, c'est bien un score qui est là pour prédire l'entrée en défaillance dans les 12 prochains mois. Donc défaillance, c'est procédure collective, donc redressement judiciaire, liquidation judiciaire et procédure de sauvegarde. Donc on n'est pas sur de la non-honorabilité d'un tiers. Mais par contre, ce qui arrive de plus en plus maintenant, c'est qu'on commence à nous demander d'intégrer dans des mêmes plateformes des scores de compliance ou des indicateurs de compliance avec des scores, des ratios financiers, des scores de défaillance, par exemple. Et donc ça, par contre, ça existe. Vous allez avoir des plateformes où vous allez avoir plusieurs données. On va pouvoir vous pousser plusieurs données, de la donnée compliance, de la donnée financière, de la donnée comportement de paiement, etc. Alors, d'un point de vue prestation déjà comprise dans le coût payé pour obtenir votre score et ou accès à l'information financière complète, le module pilotage est une prestation à part. Donc, le module pilotage, oui, en effet, est une prestation à part. C'est un module en plus d'Intwist, de la plateforme Intwist que vous connaissez déjà peut-être. Voilà, donc c'est une option à souscrire en plus, oui, tout à fait. Serait-il possible de récupérer la présentation? Oui, il est possible de récupérer la présentation. Vous allez avoir le lien vers un replay juste après le webinar. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Il y a une question financière sur pilotage. Il y avait aussi une question sur l'intégration de données clients de garantie d'assureur crédit dans pilotage. Ah oui, donc pour l'instant, on a la possibilité d'importer donc bien sûr la balance âgée, etc. On n'a pas
l'intégration, vous parlez d'intégrer techniquement les garanties d'un assureur crédit oui, dans les dashboards de pilotage. On n'a pas ça pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut bien sûr évoluer comme tout module de solutions. On a des roadmaps pour ces modules, ces solutions, donc c'est quelque chose qui peut évoluer dans le futur, tout à fait. Pilotage avec BAO. Alors, non, pour l'instant, on n'a pas de lien. C'est vraiment une première version qu'on a sortie là cette année, mais qui est vouée, comme je l'ai dit, à évoluer et à intégrer ce genre de choses. On peut faire des offres sur mesure s'il y a un besoin urgent, c'est toujours possible. S'il faut pousser de la donnée fraîche, il est toujours possible de faire des offres sur mesure afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions à l'instant T, qu'il n'y ait pas d'attente. Tout à fait. La réponse GoNoGo peut-elle être intégrée dans le CRM? Alors, c'est un enhancement qui est prévu pour 2021. Donc, à l'instant T, là où je vous parle, non, mais par contre, oui, 2021. On va partager la présentation, oui, il n'y a pas de souci. Et les données par secteur d'activité, donc tout à fait. Donc il y a par exemple le PEDEX le PEDEX sur le secteur d'activité, c'est fait. Le score par secteur d'activité, c'est fait aussi. Vous l'avez sur Intuit. C'est une donnée que vous avez sur Intuit. Le module pilotage et le portfolio, quelle est la différence? Alors, le module pilotage, on l'a vu, vous importez votre balance AG, donc tous vos clients. Le portfolio Intuit vous permet en fait de mettre sous surveillance, pas forcément tous vos clients, mais les clients que vous souhaitez surveiller. Donc, monitorer les clients sur lesquels vous souhaitez recevoir les fameuses alertes dont on a parlé plus tôt. Donc, en fait, le portefeuille, vous avez peut-être des entreprises, je ne sais pas, moi je dis, qui ont 500 clients et qui vont vouloir en surveiller réellement 250, par exemple. Voilà, donc alors que dans leurs 500 clients, leurs balances AG auront bien leurs 500 clients. Donc, c'est vraiment la différence, c'est ça, c'est les clients qu'on veut réellement surveiller. Voilà, on est arrivé au bout du temps pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. On espère que ce webinaire vous a plu et on vous souhaite une agréable journée et à très très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.